Bonjour mes chers amis et bienvenue à un autre cours de microéconomie, donc Zoom sur l'économie. Et aujourd'hui, c'est officiellement le dernier cours de l'année 2020, donc où nous allons couvrir la faillite et les moyens de l'éviter, donc la faillite ou l'insolvabilité. C'est ce qu'on va voir ensemble durant ce cours. Et je vous propose certaines notions, je vais vous expliquer certains outils qui sont disponibles à tous les citoyens donc, qui ont un crédit établi pour tenter d'éviter la faillite et, le cas échéant, la faillite elle-même, en quoi elle consiste, comment ça fonctionne. Encore une fois, c'est un survol, hein, on ne rentre pas dans un cours universitaire de 45 heures, là. Bien qu'on pourrait le faire théoriquement. Et j'invite naturellement mes élèves ici sur le Zoom à poser des questions s'ils en ont. Alors, sans plus attendre, on va y aller avec le phénomène de l'endettement. Donc, avoir des dettes, vous savez, c'est pas quelque chose qui est dramatique. La plupart d'entre nous en ont. C'est normal d'en avoir. Mais c'est normal d'en avoir jusqu'à un certain point. OK? Ce qui est grave, donc, c'est quand nos dettes deviennent difficiles à rembourser parce qu'elles sont trop importantes pour les revenus que nous avons en tant que consommateurs. OK? Donc, une dette, qu'est-ce que c'est? Bien, on pourrait le synthétiser puis dire simplement que c'est une somme d'argent qu'on doit. On peut en avoir plusieurs. Des facteurs qui incitent à l'endettement, la pub, on l'a vu il y a 2 cours, c'est vraiment comme un acteur, un vecteur très important pour nous inciter à consommer, à acheter des choses. Et ça va faire en sorte effectivement que ça risque de nous endetter. Le deuxième facteur, la facilité d'accès au crédit. Donc, vous savez, les banques et les institutions financières font tout ce qu'elles peuvent pour vous faciliter la tâche, pour que vous empruntiez de l'argent, pour que vous achetiez. Donc, c'est carrément se mettre la main dans le tordeur. On peut le faire de façon contrôlée, mais il faut être très, très prudent parce que justement, une fois que c'est rentré dans le tordeur comme il faut, ça peut faire du dommage très rapidement. Alors, euh, qu'est-ce qu'il faut faire attention? C'est au phénomène du surendettement. Alors, l'endettement est une chose, le surendettement en est un autre. Ça le dit, hein? Donc, surendettement, c'est lorsque ta somme des dettes est supérieure à ton avoir ou très, très proche de la limite de tes avoirs. Alors, des indices qui nous permettent de savoir que tu es en situation de surendettement, bien, d'abord, il y a l'utilisation du crédit pour des dépenses courantes. Alors, tu te mets à utiliser, par exemple, la carte de crédit pour aller acheter de l'épicerie, pour faire des menus dépenses. C'est un signe que ça ne va pas nécessairement bien parce que quelqu'un qui ça va très, très bien, généralement, va avoir recours soit de l'argent comptant, soit du débit. OK? Mais là, il y en a d'autres, un peu plus futés, qui vont me dire: oui, mais monsieur Desgris, moi, j'utilise ma carte de crédit, mais avant la fin du mois, donc avant le 28 jours, je rembourse intégralement la somme que j'ai mise sur ma carte de crédit et comme ça, je n'ai pas de frais de schlick-schlick. Vous vous en souvenez des fameux frais de schlick-schlick, hein? Donc, ces fameux frais de crédit qui vous est facturé par les banques pour avoir l'immense privilège de pouvoir utiliser votre carte bancaire. Bon, ben, avec les cartes de crédit, il n'y a aucun frais de schlick-schlick. Donc, ça peut être une stratégie intéressante si vous avez les moyens de rembourser le solde intégral des dépenses que vous avez faites dans le mois courant. OK? Donc, mais autrement, là, l'utilisation du crédit pour des dépenses courantes, c'est un signe, OK, qu'on s'en va, qu'on tend ou qu'on est en situation de surendettement. L'autre chose, c'est l'utilisation du crédit pour rembourser une dette. Ça aussi, il y a du monde qui se prennent littéralement pour des Albert Einstein. Ils se disent: ah, ben moi, j'ai une carte de crédit, par exemple, Mastercard, Canadian Tire, je dis n'importe quoi, là. Et là, ben, je vais vider le solde qui est à, je sais pas moi, 35 d'intérêt et je vais le reporter sur ma Visa Modulo Desjardins. Et là, tu te promènes comme ça d'une carte à l'autre, d'un solde à l'autre. Et ça, là, c'est une très, très, très mauvaise idée parce que tu ne vas pas vers le bas, tu vas vers le haut quand tu fais ça. OK? Donc, ça t'amène à accroître encore plus ton endettement. Alors, très mauvaise idée. Qu'est-ce
qui peut être la cause du surendettement? Il y a 3 facteurs principaux. Le premier, la perte d'emploi. Donc, tu travailles dans un endroit depuis déjà, je ne sais pas moi, 8 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, OK? Et l'entreprise ne va pas bien, il se passe quelque chose, il y a une crise du COVID, OK? On a une crise du COVID et tu perds ton emploi parce que, regarde, le chiffre d'affaires a trop baissé, OK? Ça t'amène dans une situation où tu n'as plus de salaire qui rentre. Tu étais habitué d'avoir, je ne sais pas moi, 40 000, 50 000 qui rentrent par année. Et là, subitement, plus rien, c'est le chômage. Puis tu as de la difficulté à te retrouver quelque chose. Donc, tu n'es plus capable de rencontrer tes obligations. Deuxième phénomène, la baisse des revenus. Donc, tu étais habitué, par exemple, à travailler, je ne sais pas moi, 40 heures semaine. Tu gardes ta job, mais l'employeur te dit, écoute, avec la baisse d'achalandage et la baisse des ventes, je ne peux pas te garder à 35-40 heures semaine. Dorénavant, je ne peux pas t'offrir plus que 20 heures par semaine. Sauf que toi, tu t'es acheté une auto. OK? Puis tout ton budget est balancé sur 40 heures semaine. Aïe, aïe, aïe. Écoute, c'est pas long que ça tombe sa carte de crédit, puis il y a une spirale d'endettement qui part, qui s'amorce. OK? Alors, ça, c'est un autre. Finalement, on l'a dit un petit peu plus haut, l'utilisation abusive du crédit. Donc, carte de crédit, mais emprunt en général. Tu vas faire un paquet d'emprunts pour un paquet d'affaires. C'est des, tu sais, une petite affaire là, une petite affaire là, une petite affaire là, une petite affaire là. Quand tu additionnes tout ça ensemble, c'est plus une petite affaire, c'est une grosse affaire. Donc, regarde, on va se le dire, dans ce temps-là, effectivement, ça peut t'amener dans une situation qui est problématique. Alors, il existe différentes solutions quand on est en situation de surendettement ou d'endettement comme chronique. Là. OK? Et donc, la première solution, c'est la plus simple. Et la solution ultime, c'est la peine de mort économique, c'est la faillite. OK? Donc, on va essayer de voir ensemble les différents types donc, de solutions à l'endettement et comment ça fonctionne, toutes les différentes modalités. Alors, la première, c'est le réaménagement budgétaire. OK? Donc, souvent, on fait un budget. Il y a bien du monde qui ne le respecte pas, qui l'oublie dans le fond du tiroir. Il y en a d'autres, par contre, qui vont faire le budget puis qui vont, en gros, le respecter, mais tu as un changement dans ta situation. On l'a dit, là, on a diminué tes heures de travail. Alors, dans une situation comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on va refaire un nouveau budget où on va prendre l'existant puis on va le réaménager. C'est-à-dire que on mettait bien de l'argent, je ne sais pas moi, on avait pris le gros forfait avec Vidéotron pour avoir télé illico avec, je ne sais pas moi, 30 chaînes, puis super écran, puis etc., etc. Et là, tu te dis, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'ai besoin du gros forfait cellulaire de 10 gigs de données par mois alors que j'ai le Wi-Fi à la maison, qu'il y a des zones de Wi-Fi partout et que dans le fond, là, je pourrais très bien me contenter de 2 gigs par mois et que ça me permettrait de sauver encore des centaines de dollars par année. OK? Donc, tu vas voir, tu vas fouiller là-dedans pour essayer d'aller réduire, compresser tes dépenses. OK? Et à partir de là, être en mesure de rééquilibrer ton budget, de revenir dans le vert. Donc, tu es dans le rouge, on s'arrange pour le ramener dans le vert. Hein? On a toujours les deux colonnes dans un budget, la colonne des plus, la colonne des moins, les actifs, les passifs. Donc, actif, c'est l'argent qui rentre, c'est les biens qui t'appartiennent en propre. Passif, c'est les dettes que tu dois, c'est les choses que tu dois à d'autres. Et donc, ces deux colonnes-là, on veut toujours que le solde soit positif, soit dans le vert. Donc, il y a plus d'actifs que de passifs. OK? Donc, l'objectif de rééquilibrer le budget. Alors, la conséquence pour la personne endettée, c'est que tu vas accepter de te priver temporairement de t'offrir de te gâter. OK? Faut que tu fasses vraiment une planification au dollar près. OK? C'est intéressant comme solution à court terme parce que ça te permet de
de rectifier la situation. Mais l'affaire, c'est qu'il faut que tu le fasses quand même relativement tôt. Dès que tu as des signes que ça ne va pas bien au niveau économique, que tu es plus serré, il faut que tu fasses ça tout de suite. Il ne faut pas que tu attendes. Parce que si tu attends et que tu ne le fais pas, bien là, à ce moment-là, on s'en va vers des moyens qui sont encore plus restrictifs, qui sont plus difficiles, qui sont plus complexes. L'inconvénient du réaménagement budgétaire, c'est que sur le long terme, ça peut devenir difficile parce que c'est un peu comme faire un régime pour maigrir. OK? Faire un régime pour maigrir, les premières semaines, ça va pas si pire. Mais à longue, quand ça fait des semaines, des mois que tu le fais, là, il devient dur ton régime parce que tu regardes quelqu'un manger de la poutine, puis ça a l'air bon. Puis tu as le goût d'en manger de la poutine. Mais tu sais que si tu manges de la poutine, regarde, ça va être automatique, tu vas ressouiller. Bon, ben, c'est le même principe avec notre société de consommation. Donc, c'est difficile sur une longue période de faire un réaménagement budgétaire puis de le tenir de façon vraiment stricte. Mais quand c'est nécessaire, c'est nécessaire. OK? Alors, ça, c'est le premier moyen. Le deuxième moyen, c'est la consolidation de dette. Vous m'arrêtez. Hein? Si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, il n'y a pas de gêne. Vous pouvez me poser vos questions. Alors, je continue pendant ce temps-là. Consolidation de dette. Alors, l'idée d'une consolidation, ça, on peut faire ça auprès de la banque, on peut faire ça auprès d'un syndic. Le syndic, en passant, là, c'est le spécialiste en cas de faillite et d'insolvabilité. Alors, à partir du moment que tu es en situation d'endettement ou de surendettement, que tu commences à être dans le rouge, tu peux aller voir un syndic de faillite. Et le syndic de faillite ne va pas t'amener à la faillite, là. Il va tout faire pour t'aider à l'éviter, la faillite, au contraire. OK? Donc, dans des circonstances comme ça, c'est un outil qui peut être extrêmement intéressant d'aller voir un syndic. La première rencontre est toujours gratuite en plus. OK? Puis, il donne déjà des pistes, des avenues de solutions pour éviter la faillite, qui, encore une fois, je le redis, c'est la peine de mort en termes économiques dans notre société. Donc, qu'est-ce que c'est que la consolidation? Consolider, ça veut dire regrouper, ça veut dire mettre ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? On met ensemble toutes tes dettes pour négocier un nouvel emprunt. Alors, souvent, ce que la banque va faire, va dire, elle va éteindre toutes tes dettes. Alors, tu as une dette, mettons, je ne sais pas moi, on parlait de la carte Canadian Tire. Fait que tu as 5 000 $ sur ta carte Canadian Tire. Tu as une autre dette à un autre endroit. La banque, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va regrouper toutes tes dettes ensemble, puis elle va te le mettre dans une dette unique avec un taux d'intérêt. On essaie d'avoir le plus bas possible, naturellement. OK? Et à partir de ce moment-là, tu vas avoir à rembourser cette dette-là uniquement. OK? Alors, ça permet comme ça d'avoir souvent un taux d'intérêt qui est plus bas pour rembourser des dettes, payer moins d'intérêts et être capable de revenir à une santé financière. Ça peut être un outil. Alors, les syndics font ça, les banques font ça. OK? C'est un versement unique qui est fait sur nouveau prêt. Les versements sont mensuels. OK? Ils sont généralement moins élevés que ce que tu payais, fait que tu vas avoir un petit peu plus d'argent qui va te rester dans tes poches, mais sur une durée plus longue. OK? Donc, mettons que tu étais, je ne sais pas, moi, tu avais des échéances pour rembourser sur 3 ans. Mais là, ça va peut-être être sur 4 ans, 5 ans ou 6 ans. Donc, les montants vont être plus faibles, mais tu vas être capable de tout rembourser puis tu vas arriver. Et c'est ça le but, c'est d'éviter la catastrophe. OK? Donc, tu as plus d'intérêt à payer sur une plus longue période. Donc, et généralement, tu vas avoir besoin d'un endosseur. Donc, l'endosseur, vous vous en souvenez, c'est la caution, hein? C'est la personne qui accepte de donner son nom pour dire, ben écoute, tu peux te fier sur Éric, il va rembourser. Ou Ghislaine, elle va rembourser. C'est du bon monde et c'est du monde fiable. Ils ont vécu une bad luck, mais ils vont rembourser. Ça, c'est le deuxième outil, celui de la consolidation de dette. Le troisième outil, c'est l'entente avec les créanciers. Et là, encore une fois, là, on est dans l'escalade. Hein? Fait que là, on a une marge de plus. Alors, l'entente avec les créanciers, c'est le fait de négocier avec les créanciers un nouvel arrangement. Généralement, c'est fait par un syndic de faillite.
OK? C'est le syndic qui va te recommander cet outil-là. Alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller négocier avec toutes les personnes à qui tu dois de l'argent. OK? Euh, L'objectif, c'est d'aller chercher soit un délai qui est plus long pour rembourser, soit d'avoir un taux d'intérêt qui est plus bas, ou encore d'avoir un nouveau montant de prêt qui serait plus bas. OK? Euh, Ça te permet de passer à travers une période qui est difficile. Puis, le problème avec ça, c'est qu'il faut que tu parviennes à convaincre les créanciers. Parce que souvent, ils ne veulent pas laisser aller leurs créances. Alors, il faut lui tordre le bras un petit peu. Il faut lui dire, écoute, mon client, là, il doit 5 000. Si demain matin, tu refuses l'entente qu'on te propose, ça va amener mon client à la faillite. Si mon client est en faillite, toi, tu es un créancier ordinaire. Comme tu es un créancier ordinaire, dans l'ordre dans lequel tu vas te faire payer dans le cadre de la faillite, le plus que tu peux espérer, c'est d'aller chercher 700-800$ sur le 5 000. Mon client t'offre la possibilité de te rembourser le 5 000, mais sur une plus longue durée de temps. Qu'est-ce que tu choisis? Généralement, quand c'est apporté de cette manière-là, la plupart des créanciers vont faire ouais, OK, c'est vrai, c'est bon, d'accord, on va accepter. OK? Fait que naturellement, ça te prend une bonne personne au bat pour aller négocier pour toi. Tu sais? Tu ne peux pas se faire de cachette avec ça. Là. Ouais, ils veulent du cash. Oui, ben oui, ben oui, ben tout le monde va être payé, c'est normal. Tu empruntes quelque chose à quelqu'un, c'est normal que tu y remettes. Tu sais, je te passe un livre, je m'attends que tu me le rapportes, le livre. Il n'est pas à toi, là, je te l'ai prêté. Là, tu sais. Fait que tu le prends, tu le lis, puis tu me le rapportes. Là, tu sais. Puis, Et en un seul morceau, là aussi. Là, en parce un que seul morceau, et tu me dis, et c'est ça, la seule contrepartie que je demande de ta part, c'est qu'un, tu me le rapportes, puis que deux, ben, j'espère que tu vas me dire merci. Tu sais. Mm. Fait que, mais naturellement, ici, quand on parle de prêt en argent, c'est pas juste un merci qu'on veut avoir. On veut avoir des intérêts. OK? Donc, parce que je me suis privé, moi, de capitaux, je me suis privé d'argent pendant des mois pour que toi, tu puisses prendre cet argent-là puis en profiter puis t'acheter des choses. Fait que c'est normal que, un, non seulement tu me le rembourses, mais en plus que tu me donnes un montant en plus pour me les dédommager. Hein? Quand on parlait de louer l'argent à l'autre cours, là, c'était ça que ça voulait dire. Hein? Mm. Donc, c'est important. OK? Autre outil, alors on monte encore d'une marche. On est avec le dépôt volontaire. Alors, le dépôt volontaire, c'est que tu vas aller déposer, mettons, 25, 30, 35, 40% de ton salaire au palais de justice. OK? Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que à partir du montant qui est au palais de justice dans un compte en fidéicommis, donc un compte in trust, un compte où l'argent est gelé ou à très faible taux d'intérêt, on prend l'argent puis on la répartit entre les différentes personnes à qui tu dois de l'argent. Mais ça, OK, ça te protège de la faillite comme mécanisme. Le remboursement va se faire sur une plus longue période. Les délais de remboursement sont donc plus longs et il y a plus d'intérêts à payer. Il faut convaincre la cour, il faut convaincre le tribunal d'accepter le dépôt volontaire. Généralement, ça peut se faire quand même relativement bien. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça l'évite que tes biens soient saisis. OK? Donc, comme tes biens deviennent insaisissables, ça veut dire que tes créanciers ne peuvent pas dire bon, ben regarde, il ne me rembourse pas assez vite, il n'a pas respecté les délais comme prévu, je vais saisir son auto, je vais saisir, je ne sais pas moi, son set de cuisine ou son set de salon. OK? Donc, à ce moment-là, ça l'évite la saisie des biens et ça fixe un taux d'intérêt fixe à 5 5 c'est ce qu'on appelle le taux d'intérêt légal. Donc, le taux d'intérêt qui est prescrit par la loi par défaut. Là, vous me dire, oui, mais des fois, il y a des taux d'intérêt qui sont extrêmement bas. Oui, eux autres, c'est 5 dit oui, mais des fois, il y a des taux d'intérêt qui peuvent grimper à 15-20 oui, mais le taux légal, c'est 5 OK? 5.
Mais le taux légal, est-ce qu'il a déjà été plus bas ou est-ce qu'il a déjà été plus haut ou ça a Flat rate. toujours été... Flat rate, mon ami. C'est toujours la même affaire. 5 Ça ne changera jamais. Non. Puis il faut que ça reste de même. Il faut que ça reste de même. Mais Donc, il pourrait le changer, par exemple. S'il voudrait, genre, fort, fort, fort. Oui, mais l'intérêt, ça ne servirait pas les intérêts des individus de le faire. Pourquoi qu'on voudrait l'augmenter? Ou pourquoi qu'on voudrait le diminuer? Ben, je sais pas. Dans des crises actuelles, mettons, comme le COVID, l'intérêt légal pourrait descendre à cause qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont plus d'emploi. Je sais pas, là. J'ai appelé chez Desjardins avant-hier. Fait que j'étais curieux de. Il y avait un produit financier qui m'intéressait. Je leur demande le taux d'intérêt, c'est combien, tu sais, pour un prêt personnel? 14,5 Puis 14,5 ouais. J'avais un solde sur ma carte de crédit, puis j'avais dans l'idée de le transférer dans une marge, tu sais. Fait qu'il m'a dit, écoute, je peux pas te le faire dans une marge. Il me dit, je peux pas te le faire dans une marge, mais il dit, je pourrais te le faire dans un prêt personnel. Je dis, bon, OK, prêt personnel, je sais quoi le taux. Il m'arrive avec ça, 14,5 Je dis, hey, taux d'intérêt de la Banque du Canada, c'est combien? Taux directeur? Il répondait pas. J'ai dit, veux-tu que je te le dise? C'est 0,25 Puis là, t'es en train de me dire que Desjardins, là, son taux d'intérêt qu'ils vont me charger, c'est 14,5 Donc, ils vont faire du 14,25 de profit sur mon dos. C'est mon gars. Ça n'a aucun sens, tu sais. Il dit, c'est comme ça, monsieur. Il dit, je suis désolé. Je dis, oui, non, mais regarde, je te blâme pas toi, là. Je te dis juste que c'est du vol. C'est du vol. C'est Pur et simple. Surtout dans ce temps-ci, c'est encore pire parce que les gens ont... Puis le pire là-dedans, c'est que moi, j'ai une carte de crédit, je paye un montant à chaque année, comme pour avoir le droit d'utiliser ce type de carte-là. Là. Et j'ai un taux d'intérêt qui est beaucoup plus bas. Donc, j'ai un taux d'intérêt qui est autour de 10 avec ma carte Visa. Fait que, fait que le taux, ce que je voulais transférer comme solde, je me serais ramassé à payer plus d'intérêt que de le garder sur ma carte de crédit. Fait que j'ai dit, je te remercie, j'ai dû pas garder ça sur ma carte. Écoute, ça, c'était complètement ridicule, là, ça n'avait pas de bon sens. Tu comprends? Fait que c'est ça. Ils n'ont pas baissé leur taux depuis la pandémie et tout ça. Écoute, quand c'est de l'argent que toi, tu mets de côté, ils donnent des taux d'intérêt faméliques. Vraiment, là. 0,01 Ouais, mais même s'ils donnent du 2-3 du 2-3 tu te fais voler. C'est un gros rip-off. Eux autres, l'autre bord, ils font du 14,5-15 Puis moi, je suis supposé être un bon client, là. J'ai regardé ma cote sur Equifax, là. Je suis un excellent client. Fait que vraiment, écoute, c'est la première fois que je voyais ma note de crédit. Là, puis écoute, honnêtement, j'étais fier de mon coup. Je suis vraiment dans le vert. Là, en fait, comment on peut voir en fait les. T'es-tu un client Desjardins? Oui. OK. Bon, tous les clients Desjardins, tu sais qu'on s'est tous fait voler nos données personnelles par des fraudeurs. En fait, moi, je me suis inscrit à Desjardins après que ça arrive. Ah, OK. Je me suis pas fait voler. Donc, tout est correct. Mais pour les autres qui avaient un compte Desjardins avant la fameuse qu'on nous révèle la fraude, vous avez pour 60 mois un abonnement gratuit auprès d'Equifax. Et il vous donne un numéro de code. Vous allez sur Accéder, puis vous regardez dans vos messages. Là, vous avez une petite enveloppe. Là. Cliquez sur l'enveloppe, c'est là qu'il y a un message et vous allez voir que vous avez un message pas d'Equifax, mais de Desjardins qui vous donne un numéro, une clé de produit pour Equifax et ça vous donne droit comme de consulter votre dossier de crédit pour 60 mois gratuitement parce qu'habituellement, c'est un service pour lequel ils facturent. Mais là, c'est Desjardins qui le paye parce que et ça te permet en même temps de voir ta note de crédit et ça te permet de voir aussi si des fois, il y a des erreurs dans ton dossier. OK? Donc, et tu as une note qui est entre 300 et 900. Puis, plus ton chiffre est élevé avec Equifax, mieux c'est. Fait que quelqu'un qui aurait une cote parfaite, il aurait 900. C'est rare. Là. C'est très rare. C'est très, très rare. Quasiment impossible d'avoir une cote de c'est ça. 900. C'est ça. Fait que, bref,
Puis, naturellement, quand tu commences, ta note est plus basse. Puis, tout dépendant de si tu payes toujours tes montants, tes comptes à chaque mois, ben là, ta note tranquillement monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Fait que c'est ça. Puis, j'étais heureux de constater que ma note, moi, était quand même très, très, plutôt haute. J'étais très satisfait. Fait que ça veut dire que mon crédit est simple, que si j'ai besoin d'emprunter de l'argent, ce qui n'est pas le cas, mais si ça arrivait, ben, je pourrais avoir accès relativement facilement à du crédit. OK. Je continue avec le dépôt volontaire. Donc, dépôt volontaire, le remboursement sur une plus longue période, le délai de remboursement, donc plus long, donc plus d'intérêt à payer. Il faut réussir à convaincre le tribunal, ça je l'avais dit. Ça évite la saisie, le taux d'intérêt qui est fixe à 5 Et ce que ça permet, en principe, c'est de te prémunir de te faire saisir tes biens. Sauf que si tu cesses de faire ton dépôt volontaire, l'ensemble, l'universalité de tes biens devient saisissable. OK? Donc, ta maison, ton chalet, un terrain, ton auto pourront être saisis si tu ne respectes pas les conditions qui ont été édictées par la Cour, par le tribunal. Parce qu'oublie pas, le dépôt volontaire, c'est le juge qui va te le permettre. OK? Alors voilà. Finalement, dernier outil, c'est la fameuse peine de mort elle-même économique, c'est la faillite elle-même. Vous savez, la faillite, là, dans le monde occidental, jusque dans les années 40, 30-40, là, c'était littéralement comme il y a des gens il y a bien du monde qui aimait mieux se tuer que de faire faillite. Parce qu'à l'époque, quand tu faisais faillite, c'était pas juste toi qui faisais faillite, c'était ta famille au complet. Donc, ton nom de famille était sali. OK? Fait que, je ne sais pas moi, tu as une famille, je ne sais pas moi, des Bédards de Chibougamau, tu sais. Puis là, les Bédards de Chibougamau, ils ont fait faillite. Hey, écoute, tu ne parles plus eux autres. C'est du monde qui ne savent pas gérer leurs affaires. Passe-le pas une scène parce que tu ne reverras pas ta scène. Fait que là, c'était pas rien que le gars qui avait fait faillite, c'était ses enfants aussi à qui on prêtait pas, puis même les frères Bédard avec aussi, il fallait faire attention. Tu comprends? Fait que, donc, c'était la honte. Et il y a un des livres de Balzac extraordinaire qui s'appelle La peau de chagrin. Moi, si vous avez l'occasion de lire ça un jour, écoutez, il décrit à un moment donné une horloge pendant 15 pages. Là, ça vous pouvez le sauter, là, ce bout-là. Mais parce qu'il se percevait Balzac comme un réaliste. Fait qu'il essaie de tout décrire dans le menu détail, tu sais. Mais il y a des histoires extraordinaires. C'est un des romans de la comédie humaine, La peau de chagrin. Puis l'histoire, en gros, c'est un jeune de 20 ans. Puis il est à Paris et son père, il y a quelques jours, s'est suicidé parce qu'il y avait trop de dettes, puis c'était la faillite. Et il lègue à son fils ses dettes. Donc le fils, ne voulant pas déshonorer le reste de sa famille, veut se tuer. Il veut se suicider lui aussi. Et pour se suicider, il a décidé qu'il était pour se jeter dans la rivière de la Seine. Donc, c'est ce fameux fleuve qui traverse la ville de Paris. Sauf qu'il y a juste un problème, c'est que la ville paye pour des sauveteurs, pour des lifeguards tout le long de la Seine parce qu'il y a trop de gens qui se jettent à l'eau et qui se suicident. Mais les sauveteurs travaillent jusqu'à 17 h, jusqu'à 5 h. Alors lui, il se dit, je vais attendre passer 5 heures, puis après ça, je vais aller me jeter du haut du pont pour aller me noyer. Tu sais. Fait que là, il regarde sa montre, puis il est autour de 3 heures de l'après-midi. Fait qu'il décide il passe devant des boutiques. Il dit, je vais me changer les dents en attendant. Et là, il rentre dans une des boutiques, puis il voit un antiquaire. Fait qu'il rentre chez l'antiquaire, puis il commence à regarder les objets. C'est là qu'il décrive la fameuse horloge pendant 15 pages. Là. Et à un moment donné, dans le fond du magasin, il voit un cadre en bois. Et sur le cadre en bois, il y a une peau d'animal qui est comme tendue. Puis là, il regarde ça. Tu me dis, c'est quoi cette patente à gosse-là? Et là, l'antiquaire arrive en arrière de lui, puis il dit, ah, il dit, monsieur est un connaisseur. Il dit, vous avez mis la main sur la peau de chagrin. Il dit, on dit que quiconque est le propriétaire de la peau de chagrin, celui qui tient la peau, ferme les yeux et fait un vœu, son vœu se réalise. Mais il dit, mais il faut faire attention parce que chaque fois qu'on fait un vœu,
la peau rapetisse un petit peu plus et le propriétaire de la peau vieillit. Fait qu'il décide de... Il dit, gars, je m'en vais me jeter en bas du pont anyways. Fait que il achète la peau de chagrin à l'antiquaire, puis il la tient dans ses mains, puis il dit, hey, dis-moi, là, avant de mourir, là, j'aimerais ça faire un gros party. Puis il ferme les yeux, puis il fait ce vœu-là. Puis là, tu entends ding, 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 la porte d'entrée qui se rouvre. Puis là, il y a un de ses amis, puis il dit, hey, Lucien, t'étais où? Ça fait des jours qu'on te cherche, il y a un gros party à soir, il faut absolument que tu sois là. Tu vas être un des invités d'honneur. Et c'est comme ça que ça commence. Donc, je vous le recommande, La peau de chagrin de Balzac. C'est vraiment une bonne histoire, mais je fais le lien, encore une fois, entre ce qu'était la faillite autrefois. Hein? C'était le déshonneur total, on se suicidait. Par rapport à aujourd'hui, écoute, aujourd'hui, il y a des hommes d'affaires qui disent « Tu ne peux pas devenir un homme d'affaires qui réussit dans la vie sans avoir fait au moins une faillite. » Comme Donald Trump. Comme Donald Trump, effectivement, qui en a fait plusieurs. Il en a fait 2 ou 3, je pense. Et Trump... Qui est milliardaire. Ben oui, il y a un empire de presque 4,5-5 milliards de dollars. Tu sais, je veux dire... donc, c'est juste vous dire qu'on est passé d'un extrême presque à l'autre. Ça ne veut pas dire que c'est bien de faire faillite parce que ça t'occasionne des problèmes. Trump, faites attention, ce n'est pas une faillite personnelle qu'il a faite. Hein? C'est une faillite au niveau de son entreprise. Ce qui est différent. Ici, on parle de faillite personnelle. OK? OK. Alors... qu'est-ce que c'est que la faillite en tant que telle? C'est qu'on remet tous ses biens entre les mains d'un syndic de faillite. Donc, le syndic de faillite, lui, il va faire un inventaire de tous les biens qui t'appartiennent à toi. OK? L'objectif, c'est on va prendre ces biens-là, on va regarder ce qui est saisissable, qu'est-ce qui ne l'est pas, parce qu'il y a certains biens qui sont insaisissables. Je pense à un matelas, à une table de cuisine, des chaises. Mettons, un téléviseur. Il y a certaines affaires comme ça qui sont des biens insaisissables. C'est sûr, si tu as 3 TV, ça ne marche pas. Tu en as 2 qui vont partir. C'est ça. Effectivement, tu as tout à fait raison. Donc, il y a certains meubles de base qui, eux autres, on va te garder de côté. Le reste, c'est saisissable. On va prendre ces biens-là. Une fois qu'ils vont être inventoriés, on va regarder s'il y en a qui appartiennent directement à quelqu'un d'autre parce que tu n'as pas fini de les payer. Je pense à une auto, par exemple, que tu l'aurais payé en partie, mais que tu n'aurais pas payé au complet. Alors là, à ce moment-là, je ne sais pas moi, Honda ou Toyota ou GM pourraient décider de dire, ben je reprends l'auto, puis là, ben, elle sort du patrimoine. Donc, elle ne peut pas être vendue en justice. Les autres biens, on va les prendre, on va faire des enchères. On va faire des enchères, puis on va vendre les biens. Okay? C'est l'huissier qui va organiser ça. Et une fois que les biens sont vendus, le produit d'argent qui est récolté va servir à payer les personnes à qui tu devais de l'argent. OK? Mais dans un ordre spécifique. Le gouvernement passe la gratte en premier. Si tu devais de l'argent en impôts, c'est lui qui ramasse en premier. Après ça, si tu avais des dettes avec une banque, la banque passe en deuxième. Des frais de justice, des frais d'avocat, des frais de notaire, ça passe aussi en priorité. Okay? Ça coûte cher, ça. Oui. OK? Donc, tu as tout un ordre. Tu as les créanciers garantis, tu as les créanciers prioritaires, puis tu as les créanciers ordinaires. Fait que, créancier ordinaire, ma tante Germaine qui t'a passé 500$ l'année passée. OK? C'est une créancière ordinaire. Donc, son 500$, il y a des bonnes chances qu'elle ne réveille pas une scène noire de ça. Ça, c'est une réalité. OK? Donc, perdre des biens, perdre une partie importante de la créance pour les créanciers. Donc, les créanciers, ceux à qui tu dois de l'argent, ils ne se feront pas rembourser au complet. En tout cas, la plupart ne se feront pas rembourser au complet. Ils vont laisser une bonne partie de leur argent sur la table. OK? Le syndic, lui, va vendre tes biens pour payer la créance. Le tribunal de la faillite, une fois que ça va être fait, va prononcer un jugement et va dire, une fois qu'il va avoir prononcé le jugement, il va dire « vous êtes libérés ». On libère la faillite. Donc, à partir de ce moment-là, toutes tes dettes disparaissent. Toutes tes dettes? Non. Il en reste 2. Est-ce que tu es capable de m'en nommer une? Une dette? Le prêt étudiant. Le prêt, bingo! Bravo, Gabriel, c'est excellent. Le prêt étudiant, effectivement, tu n'es pas libéré de ton prêt. Alors, ça, c'est la première chose. La deuxième dette, les aliments.
Alors, si par exemple, tu étais en union, tu étais marié ou tu étais conjoint de fait puis tu as un enfant ou des enfants, tu payes une pension alimentaire ou tu payes une pension alimentaire à ton conjoint, ta conjointe, tu n'es pas libéré de ça non plus. Tu dois continuer à payer les aliments. Donc, les deux choses, les deux dettes auxquelles on n'est jamais libéré, le prêt étudiant et donc la pension familiale. OK? Alors, voilà. Et il n'y a plus de crédit aussi. Il Ce n'y a qui plus se d'accès au passe, crédit, c'est la ça. conséquence, ça, c'est la conséquence. Et là, tu t'en vas exactement, c'est là que je m'en allais. La dernière chose qui est importante de savoir, c'est qu'une fois que tu es libéré de la faillite, pour les 5 années qui vont suivre, tu es considéré par les prêteurs d'argent comme étant radioactif. Tu vas avoir bien la misère à trouver des gens qui vont accepter de te financer. Ah, et il y en a qui vont accepter de te financer. Je pense à des institutions financières comme la Cité financière, la City financière, genre d'institutions prêteuses-là vont accepter de te prêter. Mais tu es considéré un prêt à risque parce que tu as Mm. fait faillite. OK? Alors, comme tu es considéré comme risqué, on va te prêter. Tu as besoin de 5 000, on te prête le 5 000, mais on va te le prêter à du 25-30 de taux d'intérêt. OK? Et si toi, tu en as vraiment besoin ou tu acceptes de jouer le jeu puis de payer, ça pourrait faire en sorte que ton crédit se rétablisse un petit peu plus rapidement. Donc, au lieu de prendre 5 ans, que ça puisse prendre 3 ans et demi, 4 ans, au lieu de prendre 5 ans, si tu acceptes de jouer ce game-là. Sauf qu'il y a une bonne partie de ton argent qui va s'en aller en intérêt si tu acceptes de faire ça. OK? Alors, à un moment donné, c'est ta discrétion, c'est toi qui décides de qu'est-ce que tu fais avec ça. Là. Donc, très rapidement, en fait, les moyens pour se protéger pour les consommateurs, donc les consommateurs avertis, qu'est-ce qu'ils doivent faire, en somme, c'est avoir un budget. Donc, ta colonne des plus, ta colonne des moins. Tu n'oublies rien, tu es honnête. Il faut que tu sois honnête envers toi-même. Hey, écoutez, s'il faut être honnête envers quelqu'un, là, c'est envers soi-même. Hein? Donc, soyez toujours honnête envers vous-même. Vous pouvez mentir aux autres, mais mentez-vous pas à vous-même, s'il vous plaît. OK? Donc, faites-vous une colonne des plus puis une colonne des moins. Faites-vous votre budget et respectez-le. Ça, c'est la première chose. Tu dois être dans une situation financière saine. Donc, tes revenus doivent être plus importants que tes dépenses. Si tes dépenses sont supérieures à tes revenus sur une longue période, tu es dans une situation financière critique. Il faut que tu fasses attention. Donc, si tes revenus sont plus importants que tes dépenses, essaye d'en mettre un peu de côté. Essaye de te faire de l'épargne. Puis surtout quand tu es jeune, l'argent que tu épargnes et que tu places, c'est l'argent qui va te rapporter le plus dans la vie parce que c'est celle qui va faire le plus d'intérêt le plus longtemps. OK? L'épargne, ça peut être dans une banque ou dans un autre endroit. Il y a un Ou... paquet de véhicules de placement. On en avait vu plusieurs ensemble au mois d'octobre ou novembre. Ça fait longtemps. Mhm. Donc, tu as des CPG, les certificats de dépôt, tu as des actions, à la bourse. Là. Il y a un paquet de véhicules qui te permettent de placer l'argent pour qu'elle te rapporte. Et on prend les intérêts qui nous rapportent et on les met dans un CELI, un compte d'épargne libre d'impôt. Tu peux mettre Oui. 5 000 d'argent de profit par année à l'abri de l'impôt là-dedans. Puis c'est jusqu'à 70 000, 80 000 que tu peux mettre maximum dedans. À peu près. À peu près. Mais à l'abri de l'impôt. Ça veut dire que si tu prends l'argent qu'il y a dedans, tu ne seras pas pénalisé. Ça veut dire Ben, que tu ne paieras rien. c'est parce qu'elle est comptabilisée. Si tu sors du CELI, elle devient automatiquement un revenu. Donc, il faut que tu l'ajoutes à ton salaire dans ta déclaration d'impôt. Et tu vas être Donc, imposé sa somme. Donc, c'est imposable, ça veut dire que si tu le sors. Si tu le sors, elle devient imposable. Mais tant qu'elle est dans le CELI, elle n'est pas imposable. Alors, ce que tu fais généralement, c'est que tu la mets dans le CELI, puis une fois qu'elle est dans le CELI, tu vas la prendre et tu vas la réinvestir ailleurs. Tu vas racheter un CPG, tu vas racheter un certificat de dépôt. Tu
Tu vas la placer, je ne sais pas moi, dans un dépôt à terme. Tu vas acheter des actions. Tu vas la replacer. Donc, tu ne la laisseras pas dans le CELI. Comme ça, tu vas avoir de l'argent qui roule. Tu comprends-tu? Puis elle va te rapporter encore plus. Parce que si tu la laisses dans le CELI, elle va dormir dans le CELI. Le CELI ne te rapporte presque rien. Là. Puis en fait, tu mets ça dans un CELI. Ouais. Après, tu mets ça dans des... Tu la replaces. Tu la replaces dans des trucs. Mais en fait, tu investis dans d'autres affaires qui te T'en plein ça. donnent de Puis là, tu te l'intérêt. fais un moton. Ouais, mais Tu fais un pour beau gros investir... moton. Ouais, c'est ça. Comme ça, quand tu vas être un petit vieux, Ben, l'argent. tu vas le cacher, tu vas le sortir. Et puis comme dans ce temps-là, tu n'auras plus de salaire, tu ne seras plus travailleur, tu n'auras presque pas d'impôt ou pas d'impôt du tout. Ça dépend combien tu sortis. Tu comprends-tu? Ouais. C'est ça l'idée. L'idée, là, c'est d'en payer le moins possible. Puis le REER, c'est le même principe. Hein? Le REER, c'est qu'on décale dans le temps l'impôt que tu as à payer. Donc, tu prends de l'argent, puis tu la mets dans un REER, elle fait des intérêts pendant des années et des années, puis tu arrives à la retraite à 65 ans, on convertit le REER, il devient un FER, un fonds d'épargne retraite, et là, à partir d'un moment, tu peux le décaisser, tu peux sortir l'argent. Puis quand tu Puis sors ça te l'argent, coûtera rien. tu vas payer de l'impôt sur le montant total que tu auras réclamé à 65 ou à 66 ans. Sauf qu'à 65-66 ans, toi, ta maison est payée. Toutes tes grosses dépenses sont déjà payées. OK? Puis tu es à la maison. Fait que tu ne fais pas un gros revenu nécessairement, puis tu vas payer beaucoup moins d'impôts que pendant que tu es actif puis tu es au travail, puis que tu gagnes, je ne sais pas moi, 60-70 000. En fait, quand tu es un petit vieux, tu as plein d'argent. C'est ça que ça veut dire. Ben, Si tu as travaillé fort et que tu es vaillant, si tu es un paresseux qui reste chez eux et qui ne fout rien, tu ne seras pas riche, ouais. là. À moins que tu aies hérité. À moins que tu aies hérité. Ouais, OK? t'es des... Ou que tu aies gagné à l'auto. Ouais, aussi. OK? Mais c'est Autrement, ça. Quand tu gagnes à l'auto, tu es imposable sur l'argent que tu places, là. tu es imposé. Non, Non, sur les c'est intérêts non que tu fais. imposable. C'est les gains en capitaux. Ça veut dire que si tu gagnes 20 millions, puis que tu places, tu en places 10, mettons. OK? Tu places 10 millions. Les intérêts que vont te rapporter le 10 millions placés, c'est cette tranche-là qui est imposable. Le 10 millions lui-même, il est non imposable, lui. OK? OK. C'est vraiment la tranche d'intérêt que tu vas faire, que tu vas aller chercher, le fruit que te rapporte ce 10 millions qui est placé là, c'est lui qui est imposable. Ça va-tu? Tu OK. comprends? Mais quand tu places ton propre argent que tu gagnes par un salaire, quand tu n'es pas imposable sur les intérêts que tu fais, quand tu le places. Ben, c'est parce que tu as déjà une imposition. Tu es OK, déjà fait imposé. que peu importe ce qui arrive, tu es imposable, peu importe. Oui, oui, Si tu gagnes, que tu gagnes à l'auto, que tu... le gouvernement prend sa cote. Le gouvernement prend sa cote. Ben, si tu gagnes à l'auto, le montant que tu gagnes, lui, il est non imposable. Fait que si Ça, tu gagnes c'est 20 cool. millions, là, le 20 millions, il n'est pas imposable. Tu peux prendre le 20 millions et tu fais ce que tu veux avec. Yes. Mais fais attention, par exemple, parce que si tu as l'intention de donner, mettons que tu as un gain là, de loterie, là, on sort de sujet, on est toujours en économie, mais Ouais, on est en économie, ça fonctionne. Hein. mais tu gagnes 20 millions, tu décides d'en donner 5 à ta mère. Il faut absolument que tu inclues ta mère directement pour que ce soit l'Auto-Québec qui donne le 5 millions. Parce que si c'est toi qui donne le 5 millions, à ce moment-là, ça devient un salaire. Oh Et son non! 5 millions va être imposable, donc elle va perdre la moitié de la somme. Elle va perdre 50 %. Donc, c'est comme si tu lui donnais 2,5 millions. Elle va être imposée sur 5 millions. Wow! Fait que le gouvernement, là-dessus, il te prend un peu pour un épais, parce que lui, il est content. Ben S'il non, empoche mais plein d'argent, tu sais. la première chose que tu fais quand tu gagnes 20 millions, là, c'est que tu te trouves vraiment le meilleur conseiller financier que tu es capable de trouver. Puis là, tu te dis, bon, ben regarde, voici le billet gagnant, j'ai gagné 20 millions, je veux placer mon argent, je veux Aide-moi. donner telle somme à telle personne, telle autre à telle autre. Comment je fais ça? Et lui, il va te le dire. Mais généralement, c'est dans une somme comme ça, c'est comme on va écrire le nom de ta maman en arrière du billet, puis on va dire qu'il faut que l'Auto-Québec verse, mettons, 5 millions à maman. Et ils vont y faire un chèque de 5 millions et le 5 millions sera non imposable. Parce que c'est comme si elle avait gagné avec toi. Hmm. OK? Mais toi, c'est quand tu gagnes. Ça, c'est Ça, sur c'est un gain de avant que tu loterie. le gagnes ou c'est genre après? Non, non, ben c'est après. Ben avant que tu gagnes, tu ne sais pas que tu gagnes.
OK. Fait que tu t'écris son petit nom en arrière, là. Tu acceptes, mais tu me le tiens en premier, hein? Ouais. C'est toi qui l'as gagné. Ouais, c'est vrai. Fait que, puis après, ben, tu te dis, ben écoute, puis là, ben, c'est toi qui décides à ce moment qu'est-ce que tu vas OK. faire, comment tu vas ventiler, que tu vas répartir ta somme. OK? Fait que tu peux décider de donner, OK. je te dis 5 millions, mais ça pourrait être 1 ou 2 millions à maman, 1 ou 2 millions à papa, ça pourrait être 500 000 à la petite sœur. Tu comprends? C'est des beaux cadeaux, là. Puis, mettons, ça Ils vont commence, pas ils vont pas cracher dessus, là. ça commence bien ou ça finit bien une vie, mais dans tous les cas, écoute, c'est quelque chose de très bien, tu sais. Ouais. Donc, c'est une belle option qui est offerte à ce moment-là pour les gains de Mmh. loterie. Contrairement aux États-Unis, hein, aux États-Unis, vous savez, les gains de loterie sont imposables. Oui, c'est parce qu'ils peuvent gagner 1 milliard des fois, des affaires de même dans la Exactement. loterie. C'est mongol, là. Par contre, le taux d'imposition marginale aux États-Unis est beaucoup plus faible qu'ici. Donc, tu peux être imposé jusqu'à concurrence de 15 aux États-Unis. Canada, c'est 50 C'est pas la même affaire. Ça veut dire que si tu gagnes, mettons, à l'auto aux États-Unis 1 milliard, ça va Mhm. t'imposer 15% sur ça. Mais ils ne te verseront pas 1 milliard. Ils te le versent par tranche. Ils ne te donnent pas le milliard de suite. Ben non, voyons, Fait non. qu'ils gardent le milliard placé, puis eux autres te donnent une partie du milliard. Donc, ils te donnent, mettons, je sais pas moi, ils te le répartissent sur, mettons, je sais pas moi, 30 ans. Ils vont te donner 1 milliard, mais sur 30 ans. Ben, écoute, tu ne seras pas pauvre, là. Dans tous les Non. cas, ça fait Ça peu. sera pas Puis pauvre. dis-toi qu'il y a un 15 sur chaque tranche qui est imposé. Mais quand Mais, même, mais tu ça devrais reste de l'argent, là. mais tu vas vivre confortablement quand même pour le restant de ta vie si ça t'arrive, tu sais. Oui, c'est ça. Mais là, je ne suis pas en train de vous Ouais. inciter en passant à acheter puis à jouer à la loterie, là. Je veux juste que ça soit clair, là. Non. C'est juste pour expliquer un petit peu le mécanisme, comment ça fonctionne, alors que pour que vous le sachiez. Et là, on arrive presque à la conclusion de notre cours. Je vais juste peut-être terminer rapidement avec la fameuse mon Dieu, attends une minute, là. La fameuse notion, là. Ah oui, oui, c'est ça. Donc, les moyens à prendre pour limiter nos dépenses. OK? Et je termine avec ça. Se fixer une limite lors des achats. Donc, tu décides de partir seul ou avec un ami pour aller au Carrefour du Nord pour aller magasiner. Bon, là, tu vas me dire, là, c'est fermé, monsieur, c'est le COVID. Vous allez dire, oui, c'est prêté. Non, c'est ouvert. Je suis allé Ah oui, hier. c'est rouvert? OK. Oui, c'est ouvert. Je OK. suis allé hier. Ah, OK. Ouais, il y a même, il faut que tu marches en fait dans un sens seulement. Il y a OK. même des gardiens de sécurité là, qui se promènent là, puis qui te disent hey, un sens. Tu marches dans un seul sens. Puis là, il y en a qui ont des masques, mais c'est pas tout le monde. Mais OK. il y a des petits collants là, à terre là, qui disent Oui, des oui. flèches, là, puis ils disent 2 mètres. Là. Il y a des désinfectants en rentrant dans le carrefour, puis en rentrant de chaque magasin, puis en sortant aussi. OK. Ouais. Ah, Fait que ben, tout c'est bon à est ouvert. savoir. Donc, on se fixe une limite d'achat pour notre visite. On dit, regarde, aujourd'hui, là, je ne dépense pas plus que 100, 140 dollars. Donc, une bonne solution, ça peut être aller au guichet, retirer l'argent comptant et on Mhm. oublie sa carte à la maison ou dans le coffre du char avec le pneu de rechange, par exemple. Là, tu sais, dans le coffre, là, on l'oublie là. De cette manière-là, on sait qu'on ne dépensera pas plus et tu vois en tes mains combien d'argent qui te reste à dépenser. Alors ça, c'est une bonne façon de se limiter dans ses dépenses et d'empêcher le surendettement. Deuxième outil, on compare avant d'acheter. Il y a quelque chose de génial pour vous autres en tant que génération. Vous avez des téléphones intelligents. Donc, vous êtes en mesure de prendre votre sel, d'aller sur Amazon, d'aller sur un paquet de sites pour comparer les prix par rapport à ce que vous avez devant vous en boutique. Parce qu'on souvent, l'achat, on va le faire de manière impulsive. Hein. On rentre dans la boutique, on voit quelque chose, on fait « Wow, je le veux », puis on l'achète. J'ai l'argent, je l'achète. Or, regarde, tu fais-tu un bon deal à l'acheter maintenant? Tu vas chez Canadian Tire, tu vois quelque chose chez Canadian Tire, c'est marqué en vente. Méfiez-vous, hein? Parce que souvent, il marque en vente puis ça ne l'est pas. OK? Va voir, va vérifier ton item que tu veux acheter. Là. C'est un bon prix que tu as devant toi, ou c'est plus cher, ou c'est le prix juste, ou c'est moins cher. Alors, comparer avant d'acheter, tu te sers d'un cellulaire, ça va super bien.
C'est rapide, tu l'as devant toi, puis tu as tout de suite ta réponse. Donc, ça te permet de prendre une décision qui est plus avisée. OK? Informe-toi sur la qualité. Encore une fois, le cellulaire est extraordinaire pour ça. Tu peux littéralement faire benchmark ou aller lire les commentaires des gens sur l'item. Est-ce que c'est une bonne affaire? Est-ce que c'est fait cheap? Je sais pas moi, est-ce que le bien est vraiment utile? Est-ce qu'il est bien pensé? C'est quoi les points forts, les points faibles? Bien, tu vas tout avoir ça en ligne facilement. Alors, tu prends le temps, vite. Par exemple, tu achètes un bidule électronique, c'est particulièrement utile. Les outils, c'est particulièrement utile. Donc, d'aller voir, de t'informer comme ça sur la qualité de l'objet. Négocier le prix. Bon, Canadian Tire, tu ne peux pas faire ça. Rona non plus. Il y a un paquet de magasins, tu ne peux pas. Mais il existe certains magasins. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai vendu des matelas. Je vendais des matelas chez Matelas Bonheur. C'est un de mes jobs. Puis moi, là, j'avais un prix qui était affiché. Mais le prix qui était affiché, c'était pas le prix définitif. Mais ça, la plupart des gens ne le savent pas. Ou ils le savent de moins en moins. Les gens négocient de moins en moins. On a comme perdu cette habitude-là au Québec de dealer, hein, de barguiner. C'est comme ça que nos parents et nos grands-parents appellent ça. Ils disent on va aller barguiner. Aller barguiner, ça veut dire aller négocier. Fait que là, tu allais négocier le prix. Fait que moi, là, j'ai le client devant moi. Moi, là, je veux vendre, je veux y vendre, je veux qu'il l'achète, le matelas. C'est sûr que je veux qu'il l'achète avec le plus gros markup possible au niveau. Je vais essayer de faire le plus de profit que je peux. OK? Sauf que je veux sortir, puis ça ne me dérange pas de diminuer un peu ma marge de profit pour qu'il sorte, pour qu'il vende le matelas. OK? Donc, le client arrive, puis il me dit hey, écoute, moi, ce matelas-là, c'est un matelas Queen 1600. Écoute, je ne sais pas. Mettons, si je disais, je ne sais pas moi, à 15, mettons, à 1400. À 1400, est-ce que vous me le venderiez? Fait que là, qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Je me retire, je vais voir mon gérant. Je dis à mon gérant, hey, 1400. Fait que je dis, ouais, regarde, un petit peu plus. Mettons, relance-les à, je sais pas moi, à 1500, puis donne-y un set de draps santé en bonus, s'il achète. Fait que là, je retourne dehors. Je dis, écoutez, 1400, ça va être difficile, mais j'aurai quelque chose, une contre-offre à vous faire. Au lieu de 1600, on coupe la poire en deux, 1500, puis je vous donne un kit de draps santé au mur. Vous choisissez votre couleur. Ça vous dit-tu? C'est gratis, le... Ben écoute, ça coûtait rien, les draps santé. C'est quasiment. Il y avait du gros profit qu'on prenait là-dessus, qu'on vendait un set de draps santé pour de l'argent. Ça, puis la fameuse garantie, là. Puis la garantie, il faut que le client achète un couvre-matelas. Parce que sinon, il y en a les magasins, on n'aurait pas la garantie. C'est toute une histoire parce que mon ami qui a une petite tache sur le matelas, oublie ça. Là. Il ne voulait pas reprendre le matelas. Mais c'est une autre histoire. Là. Je ne veux pas trop m'étendre là-dessus. Là. Mais tout ça pour te dire qu'il y a plusieurs commerces. Les commerces de meubles, on s'attend à ce que le client négocie avec nous. Le vendeur, là, il s'attend à ça. Fait que si tu ne négocies pas, le vendeur est mort de rire. Parce que lui, il fait full profit. Parce que le prix qui est listé là, c'est un prix justement où généralement, tu as un markup des fois de 20, 25, 30 % de profit. Fait que, écoute, le vendeur, lui, est content là, quand tu achètes au prix qui est listé là. Fait que tu essaies de le dealer, tu essaies de bargainer, tu essaies de négocier avec lui pour aller chercher le meilleur prix possible. Alors, je vous le dis, là, gênez-vous pas. Véhicule automobile, même chose. Vous négociez. Pas le prix qui est affiché, là. C'est pas une barre de chocolat que tu es en train d'acheter, là. C'est des biens de grande valeur pour lesquels on peut négocier. Faites-le, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas à l'aise, vous ne vous sentez pas à l'aise, prenez l'habitude d'aller acheter des fruits et des légumes au marché public. Parce qu'au marché public, on peut négocier quand on achète des fruits et des légumes. Si je te prends là, 2 bottes de carottes, là, tu me donnes-tu ta pomme de salade qui est là? Oui, OK, vendu. Ouais. Comme ça, tu vas prendre l'habitude de négocier, tu vas devenir de plus en plus à l'aise. Puis après ça, quand ça va être le temps de faire des gros achats, tu vas avoir le guts de le faire. Mais ça marche juste pour les achats, exemple, de
Gros achat, on parle de combien environ, là, d'un gros achat, là? On parle de... Ah, ça dépend, ça dépend. Écoute, c'est sûr, comme je te dis, il y a certaines affaires que tu peux pas vraiment, tu sais, je sais pas, moi, tu vas acheter des écouteurs, tu pourras probablement pas négocier vraiment ben fort là-dessus, tu sais. Mais, je sais pas, moi, écoute, j'ai vendu des ordinateurs chez un magasin qui s'appelait MDG Électronique. Puis, MDG, là, moi, je négociais, moi, avec mes clients, là. Fait que c'était des achats de 1500, 2000 pièces pour Mhm. acheter un ordi ou des fois moins. Ben, je négociais avec les clients, là. Fait que il y a moyen de négocier pour un paquet d'objets qui sont de un peu plus grande valeur. Euh, Ça vaut la peine de le faire. On s'essaye. Ou pour des affaires de menu valeur. Je parlais de fruits et de légumes tantôt au marché public là, avec des producteurs agricoles. On négocie. Ouais. Puis même chose avec les téléphones, là. Tu sais, les forfaits Mhm. de téléphone ou tout ça, tu peux négocier, là. Tu sais, par Absolument. exemple, tu Oui. dis à Bell ou à Vidéotron, tu dis, OK, ben, si vous ne descendez pas, là, moi, je suis avec eux autres, là. Ça, C'est c'est la meilleure technique, là, je trouve, là. c'est Parce que un, tu les... C'est un très bel exemple, Gabriel, que tu donnes là. Effectivement, c'est tout à fait vrai. Les fournisseurs de télé, les fournisseurs Internet, les fournisseurs de téléphones cellulaires, appelez-les, négociez et faites-le régulièrement, s'il vous plaît. OK? Vous allez être gagnant en le faisant. Autrement, vous allez vous faire en passer des petites vites parce que souvent, les ententes que vous avez avec eux ne durent que quelques mois. Puis après ça, vous tombez sur un forfait qui coûte plus cher. Alors, à tous les 6 mois, un an, il faut aller renégocier avec eux autres. On n'a pas le choix parce que sinon, on se fait voler. Alors, tu fais très, très bien de le dire. Alors, Hmm. voilà, c'est Tu ça. fais juste menacer d'aller avec une autre compagnie concurrente, là, puis ils vont te le baisser. Ah oui, Habituellement, là, ça fonctionne, là. sauf avec Bell. Sauf avec Bell, c'est Sauf vrai. avec Bell. Moi, ils m'ont perdu comme client comme ça, d'ailleurs. Parce que j'étais allé les voir, puis je voulais négocier avec eux autres parce que j'étais pas vraiment satisfait vraiment de leur service. Puis je trouvais que le- le- leur prix augmentait beaucoup à l'époque. Puis je leur ai demandé, j'ai dit, écoutez, là, moi, j'ai votre compétiteur qui me fait une bonne offre. Je vous demande au moins de la coter. Puis ils m'ont dit non. Je dis, si vous ne la cotez pas, je m'en vais. Je vais aller vous en. C'est parfait. Je cancelle. Ils m'ont dit ça carrément de même. Bite, 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 bite. Ils sont dans bien niaiseux. Oh oui, fait que moi, ils m'ont perdu comme client. Ça, c'était en 2007-2008. Et ils font plus ça maintenant, ou ils Ça fait font encore? 13 ans. Ah, ben, ils sont encore bêtes comme leurs pieds. Mais moi, je ne fais plus affaire Voyons. avec eux. J'étais avec Vidéotron depuis 13 ans, puis jamais je ne retournerai, à moins qu'ils décident de changer complètement leur philosophie. Belle, pour moi, c'est fini. Je ne veux rien savoir d'eux. Fait que, donc, désolé de faire cette publicité négative ce matin, mais c'est un constat qui est malheureusement par trop vrai. Euh, Ouais, moi non plus, je parle avec Belle, de toute façon. et on arrive à la fin. On arrive à la fin donc Wow. de cette période d'économie. C'était notre dernière période, donc dernier cours d'économie de cette année 2020. En des circonstances exceptionnelles, il faut se le dire. Je tiens à vous remercier d'écouter, d'avoir été là, de participer, Gabriel en particulier, pour sa participation exceptionnelle. Et le fait qu'il est un étudiant de grande qualité, je sais qu'il saura faire son bout de chemin. Euh, Et merci. ben non, c'est vrai. Et ben écoutez, donc je suis à votre disposition. Le prof Derry est toujours là pour vous, chers élèves. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez me demander quelque chose. Euh, il y en a certains d'entre vous, par exemple, qui me demandé des lettres de référence ou des choses comme ça. En tout cas, si je peux vous être d'une utilité dans votre vie, dans votre profession, dans le cadre de vos études, que je peux essayer de vous donner un petit coup de pouce pour débarrer une porte, ben, je vais être là pour vous. Ça va me faire plaisir d'être là. Alors, n'hésitez jamais. Vous pouvez me contacter via le prof Derry sur Facebook, m'envoyer un message privé. Je suis aussi sur Instagram. Je suis aussi sur Twitter. Donc, je suis facilement rejoignable. Ça va toujours me faire plaisir. Je vous l'ai souvent dit, vous êtes un peu comme mes enfants. Fait que c'est normal. Papa va faire tout ce qu'il peut pour ses petits. Et, je vous aime, je suis fier de vous. Lâchez pas. Passez un bel été. Puis au plaisir de vous recroiser en personne, sur les réseaux sociaux, peu importe. N'hésitez jamais à venir me faire un coucou. Je suis là et je suis là pour vous. Alors,
Merci beaucoup. Mais j'ai une petite